Bienvenue à Baguette Records. Quand j'ai eu envie de faire cette vidéo, je me suis dit que ce serait l'occasion de dire, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire quand ils disent que le rock est mort ou quoi, que dans le genre musical rock, on a énormément d'artistes hyper intéressants qui émergent tous les ans, que c'est vraiment un courant musical hyper intéressant, etc. Et c'est totalement vrai. Maintenant, avec la démocratisation des home studios, etc., tout le monde a une guitare électrique, une carte son et c'est parti. Des projets musicaux, donc rock ou même metal ou autre, il n'y en a jamais eu autant, et jamais eu autant de projets aussi intéressants. Surtout qu'avec YouTube et cette espèce de culture un peu de la compétition, les gens, on dirait qu'ils sont plus balèzes chaque jour. Mais c'est vrai que le revers de la médaille de cette espèce de démocratisation à fond de la musique, c'est qu'on a beaucoup moins de groupes qui émergent et qui se démarquent au niveau du mainstream et même en termes de popularité dans la scène rock, au point de se positionner un peu comme les groupes références. Avant, t'avais des putains de gros trucs qui venaient de la scène rock. Queen, Nirvana, Led Zepp et tout, c'est des groupes. Ils sont arrivés et c'est devenu la référence limite rock de leur époque. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Et pour preuve, les amis, c'est que la plupart des albums rock les plus vendus ou les plus écoutés sur les sites de streaming, c'est des galettes faites par des artistes qui sont apparus dans les années 80, 90, un peu 2000, mais pas vraiment après les années 2010. Tu regardes les headliners des festoches. Le plus souvent, c'est quand même des assez vieux trucs. Alors, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un retour quand même sur cette décennie qu'on vient de terminer. Bon, on l'a pas vraiment terminé parce qu'en fait, une décennie, c'est pas de... Enfin, bon, on s'en fout, ça. Mais bon, bref. On va parler un petit peu de 12. Pourquoi 12 ? Parce qu'au début, je voulais impérativement me bloquer sur 10, sauf que j'y suis pas du tout arrivé. Alors, vous allez me dire que de toute façon, on a plus que 12 aussi. Mais bon, voilà. Donc, 12 artistes rock qui se sont suffisamment démarqués dans cette décennie pour se positionner un peu comme de nouvelles références. L'idée, c'est d'identifier un peu les Linkin Park, les Arctic Monkeys, les Nirvana des années 2010. Donc avant qu'on rentre dans le truc, je commence direct par vous dire, premièrement, liste subjective. Moi je vous fais une liste, toi t'as pas la même liste, c'est pas la peine de s'énerver. D'ailleurs, je t'invite dès maintenant à mettre en commentaire les groupes qui pour toi se sont démarqués et qui sont apparus dans les années 2010. Alors attention, petite règle, t'es pas obligé que le groupe se soit formé après 2010. Faut que le truc qui les a fait se démarquer à la base, ce soit dans la décennie. Si le groupe dont tu veux parler s'est formé en 2008 mais qu'il a fait que des EP que personne n'a écouté et qu'il a sorti son premier album en 2010, tu peux le mettre dans la liste. On accepte tout ici. Ce qu'on veut ici, c'est écouter de la musique et on va avoir un maximum de trucs à écouter. Donc en commentaire, fais la liste. Fais la liste des trucs que tu trouves cool, qui sont apparus dans cette décennie. Donc pour expliquer un peu la façon dont j'ai choisi les groupes dont je vais parler. J'ai pas forcément pris que les trucs les plus techniques ou les plus artistiquement original ou quoi. J'ai pris les trucs que je trouvais les plus marquants, qui étaient quand même sympas, je veux dire, il y a eu un tri. L'idée, c'est pas de prendre des trucs forcément hyper méga novateurs, mais des trucs qui sont assez démarqués et qui sont sympas, un peu des références cool apparues dans cette décennie. Et cette introduction est beaucoup trop longue. On va commencer par un artiste qu'on pourrait classifier dans la sphère rock, mais qui, quand même, à mes yeux, globalement, est quand même plus un artiste pop, dans la mesure où il incorpore beaucoup de sonorités au hip-hop et aux musiques électroniques, et qu'en plus au niveau des structures des chansons, voilà, c'est très pop. Ça veut pas dire que c'est pas bien, je le répète tout le temps, mais voilà. Mais qui quand même a un peu cet esprit rock, et je veux parler de Imagine Dragons. Non, je déconne. Yungblud. Donc Yungblud, c'est un artiste qui est apparu en 2018. Donc c'est un compositeur-interprète. Et si tu l'écoutes, il va te citer des références comme Bowie, les Arctic Monkeys, les classiques du rock. Ce qui fait que automatiquement, c'est vrai qu'il s'introduit lui-même un petit peu dans ce courant musical. Et c'est vrai que c'est quand même une sonorité qu'on va retrouver dans ces musiques. T'as la présence de guitare électrique. Sur scène, c'est de la guitare électrique que tu vois le plus. C'est vrai qu'après, quand même, dans la production de ces morceaux, ça incorpore beaucoup de musique hip-hop, de musique électronique. Ce qui est sympa parce que du coup, ça fait un peu un effet fusion. Ce qui est bien avec Yungblud par rapport à la scène rock, c'est que je pense que ça pourrait éventuellement devenir un phénomène suffisant pour que ça devienne une pop star, mais avec ce côté rock qui permet un petit peu de mettre le rock sur le devant de la scène, quoi. C'est pour ça que j'en parle donc dans cette vidéo. Yungblud, un artiste jeune à suivre, qui pourrait aussi bien devenir une pop star totalement stérile qu'une rock star particulièrement stylée. Le rock qui patate fort et basiquement.
je vais bien évidemment parler du punk rock, ou garage rock. Bon, c'est un courant musical qui nous a donné quand même pas mal de trucs stylés dans cette décennie. Il y a eu Waves par exemple, qui est un groupe qui s'est démarqué, qui est entré dans ma vie avec leur titre I Just Wanna Meet Dave Grohl, qui a fait qu'automatiquement on avait une espèce de point commun si vous voulez, donc j'ai un peu suivi le projet. Mais il y a eu aussi d'autres trucs cool un peu dans cette scène-là, il y a eu Fiddler aussi, je vous invite à écouter le titre Cocaine si vous voulez. Je veux dire, même à côté de chez moi, un peu dans cette espèce d'univers garage rock, on a eu des trucs sympas comme les Liminianas ou des trucs comme ça. Pour moi, l'artiste qui s'est le plus démarqué sur cette scène, dans cette décennie, c'est Slopo. Aussi et surtout connu sous le nom de Ty Segall, qui est donc un artiste qui appartient à cette sphère garage rock, mais qui a la particularité de faire beaucoup d'expérimentation dans ses sonorités, ce qui fait qu'on pourrait presque le caler des fois dans la sphère rock psychédélique, presque rock prog, mais bon, faut pas déconner non plus. C'est un artiste qui apporte, je trouve, des nouveaux trucs, et notamment presque une philosophie un petit peu à l'univers garage rock, tout en restant quand même assez brutal, hein, je veux dire, c'est pas non plus un truc complètement différent, ça reste un peu du punk garage sale avec des guitares dégueulasses, etc., tout ce que tu veux. Mais Ty Segall, c'est un artiste qui s'est particulièrement démarqué. Je pense notamment à son album Emotional Smugger, qui était sorti en 2016 et qui, si je dis pas de conneries, introduisait un peu cette espèce de philosophie, qui est un peu un fil rouge qu'on retrouve dans ses albums, et un peu dans sa façon d'approcher la musique, quoi. Bon bref, je vais pas épiloguer sur Ty Segall, mais c'est un artiste sympa si vous aimez un petit peu le punk rock, le garage rock, les trucs comme ça. Suivant. On a eu une joyeuse bande de 7 lurons qui se sont démarqués par leur productivité, je dirais, principalement. King Gizzard and the Lizard Wizard, ils nous ont sorti 1 voire 2 albums par an sur toute la décennie. Le premier album est appartenant au style justement du garage rock, punk rock. Le deuxième album étant un truc plus expérimental et chelou, garage rock mais avec une narration par-dessus un peu à la western. Un troisième album qui est lui un album de rock psychédélique, etc. 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 Vous l'avez compris, en gros à chaque sortie d'album, à la limite il s'attaquait à un genre musical différent. King Gizzard and the Lizard Wizard, c'est quand même un groupe qui appartient plutôt à la sphère rock, psyché rock progressif. C'est-à-dire en 2019 par exemple ils ont sorti 2 albums, un album de rock indé, et un album de thrash metal. On est sur des musiciens qui sont très talentueux et rien que l'espèce de passion qui se dégage de leur projet, ça te donne envie de jouer toi aussi. Rien que pour ça, c'est hyper intéressant. En plus, c'est un des seuls groupes sur Terre à jouer avec 2 batteurs sur scène, avec Ossies. Bon bref, King Gizzard and the Lizard Wizard aussi, un truc à suivre dans la décennie qui vient, des albums à écouter si vous l'avez pas déjà fait, et un sérieux contender au titre de référence du rock dans la décennie, je trouve. Ah, et en parlant d'Australie, puisque ils sont australiens, je l'ai pas dit. On va parler aussi d'un artiste australien qui, lui, s'est vraiment très démarqué dans le mainstream, notamment en ravivant un peu la flamme du rock psychédélique australien. Je veux bien évidemment parler de Kevin Parker avec son projet Tame Impala, qui s'est démarqué particulièrement dans cette décennie. Bon, j'allais dire avec Currents, mais en vrai, ces 3 albums étaient stylés. Tame Impala, c'est un super projet de rock psychédélique qui a ouvert la porte à toute la scène, justement, rock australienne, dont vient King Gizzard and the Lizard Wizard, mais on peut aussi retrouver Pond, par exemple, là-dedans, qui est aussi un excellent groupe de rock psychédélique. Bon, l'album qui m'a le plus marqué, c'est quand même Currents. Niveau sonorité, on parle d'un artiste qui incorpore un petit peu, justement, cette influence du rock psychédélique des années 60-70 à des sonorités plus modernes électroniques, sur une voix angélique, ce qui ensemble fait que c'est à peu près le projet parfait à écouter avec un spliff dans le bec sur ton canapé. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Je sais pas, mais le courant du rock, ça a toujours été un style musical qui avait un peu une tendance à la nostalgie. Je pense par exemple aux années 2000, en gros il y a beaucoup de groupes qui vont chercher un peu dans ce qu'on appelle l'âge d'or du rock, les années 70-80, des sonorités pour les raviver, mais voilà, sans forcément ramener beaucoup de choses, ou en ramenant, ça dépend un peu les projets. Du coup ça a toujours été un peu un aspect qui existait dans le rock, ce qui est pas forcément un truc qui existe dans d'autres genres musicaux. Tu prends le hip-hop par exemple. Ok, t'as des titres de temps en temps qui vont aller référencer des sonorités du hip-hop des années 80-90. Mais globalement, le hip-hop, c'est quand même un genre musical qui regarde que vers le futur, quoi, en termes de sonorité et tout. Ils sont tout le temps en train d'essayer de faire des nouveaux trucs. Le rock, force est de constater que t'as des mecs qui essaient de faire des nouveaux trucs, et t'en as d'autres qui trouvent qu'avant c'était mieux, alors on va refaire pareil. C'est vrai que c'était cool avant, du coup, on peut pas vraiment leur en vouloir. Pourquoi toute cette petite introduction à la con ? Parce que un groupe que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, quoi que c'est. Alors c'est un groupe américain qui s'est formé en 2012. Bon,
Ils devaient avoir 12 ans les mecs si c'était en 2012. Mais bref, en gros, une fois adulte, Greta Van Fleet, c'est un groupe qui s'est particulièrement démarqué avec son album Anthem for a Peaceful Army, qui est d'ailleurs leur seul album pour l'instant, je crois. Mais il s'était fait remarquer surtout avec l'EP précédent, mais enfin bon... Pour être tout à fait franc, c'était un excellent album. Je veux dire, il y avait des titres excellents. Tu prends Ramble On, Whole Lotta Love, Stairway to Heaven... Attendez. Ah non. Ah non. Merde. Je confonds avec Led Zeppelin. Bon, ok, c'est bon, j'arrête de vous prendre pour des gros débiles. Greta Van Fleet, voilà, c'est un groupe qui s'est particulièrement démarqué en imitant Led Zeppelin. T'écoutes du Greta Van Fleet, t'as totalement l'impression d'écouter du Led Zepp. Il n'y a aucun ajout, c'est exactement du Led Zepp, mais juste avec une production plus actuelle. Mais là où le groupe déconne un peu, aux dernières nouvelles que j'ai eues, c'est peut-être pas ce qu'ils disent aujourd'hui, mais enfin bon voilà. Au départ, ils disaient que justement, ils reconnaissaient pas cette référence chez eux de Led Zeppelin. Ils te disaient non, on n'imite pas Led Zepp, on a d'autres références. Je voulais citer les White Stripes, des trucs qui n'avaient complètement rien à voir. C'était un peu con. C'est un peu comme si Led Zepp prétendait que Whole Lotta Love, c'était pas une copie d'un titre de Muddy Waters. Wait. Mais voilà, Greta Van Fleet, un peu comme le groupe justement dont ils sont en train de voler la sonorité, c'est des voleurs aussi, mais ils sont pas trop mauvais. Alors, ils atteignent pas, si vous voulez, le niveau de virtuosité d'un Robert Plant ou d'un Jimmy Page ou d'un John Paul Jones ou évidemment d'un John Bonham. Mais voilà, franchement, par exemple, tu prends la voix de John, qui est donc le chanteur de Greta Van Fleet. C'est certainement dû justement à un niveau de production actuel aussi qui est beaucoup plus performant qu'avant. Mais t'écoutes un titre enregistré par Greta Van Fleet aujourd'hui et un titre d'un album de Led Zepp au hasard. Et la voix de John est plus puissante que celle de Robert, de Bobby. Alors c'est dû à la production si vous voulez. Je vais pas oser dire que John chante mieux que Robert Plant. Mais force est de constater qu'au niveau de l'imitation, c'est quand même extrêmement troublant. Il y a des vidéos de mecs qui s'amusent à te mettre des musiques de Greta Van Fleet et des musiques de Led Zepp et tu dois deviner qui est qui. Bon, au niveau de la prod, t'arrives à reconnaître, mais quand même au niveau des sonorités, c'est chaud patate. Même au niveau des guitares, les riffs sont franchement stylés. Le groove de la basse aussi est vraiment très, en fait, très stéréotypé Led Zepp, mais ça fonctionne à fond, je veux dire, ça fonctionne à fond. C'est pas non plus de la copie conforme de titre de Led Zepp, on dirait que c'est un nouvel album de Led Zeppelin, sauf que c'est pas Led Zepp. À la batterie, le pauvre mec essaie de faire ce qu'il faut, mais bon, on peut pas tous être des John Bonham en puissance, si vous voulez. Mais Greta Van Fleet, ça reste un projet sympa. Je pense qu'il s'inscrit quand même, voilà, dans cette espèce d'époque du rock nostalgique, et c'est le groupe qui s'est le plus démarqué, je pense, dans cette décennie, dans cette sphère-là, donc qui méritait d'être nommé. J'espère qu'ils vont aller vers de nouvelles sonorités, un peu comme par exemple Wolfmother. Wolfmother, c'est un groupe, quand ils étaient apparus, ils avaient aussi été un peu taxés de rip-off, tu vois. Mais ils ont su un petit peu adapter leur sonorité pour faire un truc un peu plus moderne. J'espère que c'est vers là que Greta Van Fleet va décider d'aller. Et j'espère surtout qu'ils vont pas créer une vague de groupes hyper old school comme ça qui revient dans le passé du rock. Parce que franchement, même si c'était du bon rock à cette époque-là, c'est plus les sonorités qu'il faut avoir aujourd'hui. Et je pense que ce serait un peu triste de revenir là-dessus. Est-ce que vous connaissez Rage Against the Machine ? Très bien. Est-ce que vous connaissez Linkin Park ? Très bien. Eh bien, il y a un groupe que vous risquez fortement d'apprécier, qui est apparu dans la toute fin de la décennie, je crois en 2018-2019, qui s'appelle Fever 333. Donc c'est un groupe de rock très politisé, et c'est là que c'est un peu intéressant, parce que je trouve qu'il représente un petit peu cette sphère aussi du rock. Ça existe, enfin c'est une sphère aussi assez importante, le rock politisé. Donc c'est un groupe qui emprunte énormément aux sonorités de Rage Against the Machine, avec un côté plus conforme à la Linkin Park, beaucoup moins de solo de guitare, d'ailleurs pas de solo de guitare, plus de chants clairs, mais avec aussi du rap et quelques hurlements bien fat aussi. Donc c'est très sympa. Bon voilà, Fever 333, c'est quand même un truc très frais puisque leur premier album date de 2019, mais j'ai bon espoir sur la suite pour ce groupe-là, que j'ai hâte de voir évoluer. D'ailleurs, rien à voir, je sais pas si vous êtes au courant, mais Rage Against the Machine s'est reformé. Et c'est vrai que l'idée d'assister à un concert avec en première partie Fever et en deuxième partie Rage Against, ça pourrait être particulièrement cool. Less is more. Dans les années 2000, on a eu un peu une nouvelle mode dans la structure de la formation des groupes de rock. Dans les années 90, un truc qui avait été un peu mis à la mode par Nirvana, c'était le trio. Donc batterie, basse, guitare, et le guitariste fait le chant aussi, ou le bassiste fait le chant. Et c'est vrai que dans les années 2000, on a eu pas mal de duos. Donc je parle les trucs qui sont le plus démarqués là-dessus, c'est les Black Keys et les White Stripes. Mais eux, ils se construisaient autour de batterie-guitare. Là où Royal Blood se démarque, dans la décennie,
en nous proposant un nouveau fonctionnement de duo, batterie-basse. Et qui se démarque par un riffing qui se rapproche un peu d'un Queen of the Stone Age ou de Jack White, un petit peu dans le travail de la guitare et du chant aussi, puisque le chant aussi est assez aigu, qui s'est particulièrement démarqué avec son album éponyme qui était sorti en 2014 et qui proposait que des titres avec des riffs trop stylés, et donc où on n'avait pas réellement de guitare, puisque les musiques étaient construites autour de la batterie et de la basse. Basse qui était travaillée dans sa sonorité pour occuper une bonne grosse partie des fréquences audio. Ce qui a fonctionné parce que les riffs étaient super lourds et qu'il y avait un jeu de basse qui était vraiment très intéressant, tout en restant très basique. Donc voilà, Royal Blood marie un petit peu le côté nostalgique au niveau des sonorités, mais en rapportant un petit côté nouveau très sympa, tout en restant justement dans le rock qu'on aime, le rocher qui riff si tu veux. Royal Blood aussi, très bon groupe qui a marqué la décennie. C'est pas une nouveauté extraordinaire, mais le rock et le blues, c'est un peu comme le fromage et les pâtes. Ça fonctionne toujours. Mais c'est vrai que si tu peux changer un peu le fromage pour mettre un truc un peu plus original, ça reste sympa. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va parler de Gary Clark Jr. Alors j'en ai parlé plusieurs fois. Mais donc Gary Clark Jr., c'est là aussi un artiste américain, guitariste de blues à l'origine, qui s'est démarqué par son premier album Black and Blue, qui était un album typique de blues rock, très influencé par le blues au niveau du jeu de guitare. Le titre qui s'est le plus démarqué sur cet album, c'était un 12 bar blues en La, c'était Bright Lights. C'est le truc le plus stéréotypé que tu puisses faire. Mais c'était riche, il y avait une bonne grosse construction, le jeu de guitare était super sympa. Donc c'était un titre qui a beaucoup fonctionné et qui a un peu marqué la décennie. Mais là-dessus, Gary Clark Jr. est particulièrement intéressant parce que sur ses projets suivants, plutôt que de se renfermer justement dans ce côté blues rock typique, il a plutôt décidé justement de partir sur de l'expérimentation un peu plus. Avec son second album et surtout avec l'album de l'année dernière, This Land, dont le single principal pour le coup mélangeait complètement justement ce jeu de guitare très blues, qu'il maîtrise totalement, je veux dire c'est certainement un des meilleurs guitaristes de blues aujourd'hui, avec des sonorités électroniques hip-hop qui fonctionnent du feu de Dieu. Et ça, c'est un artiste, je trouve, qui fait avancer justement ce genre musical qu'est le blues et par la même occasion un peu le rock. Et donc que je trouve très intéressant, c'est vraiment un des guitaristes les plus marquants de la décennie. Ils ont 2 albums à leur actif, Boys and Girls et Sound and Color. Leur sonorité se démarque particulièrement en mélangeant le rock à des sonorités beaucoup plus soul, notamment au niveau du chant. Je veux bien évidemment parler des Alabama Shakes. Donc les Alabama Shakes, c'est un groupe qui s'est... Moi je les ai découverts quand même avec Sound and Color à la base, et cet album je l'avais trouvé oufissime. Vraiment. En fait, on est sur un groupe qui est quand même pas mal porté par sa leaduse, Brittany Howard, qui est aussi une excellente guitariste, qui apporte ce côté très guitare électrique, mais qui est aussi une excellente chanteuse, avec une voix à te réveiller les cadavres. Je sais même pas comment vous dire, en fait, on dirait une espèce de chanteuse de soul hyper stylée, qui en même temps joue de la guitare électrique à la Hendrix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? C'est trop bien, les Alabama Shakes. Les Alabama Shakes, c'est trop bien. Et c'est vraiment l'artiste, pour moi, qui s'est démarqué dans la décennie en apportant ce côté, sans parler de blues justement, mais ce côté voilà très soul, mais dans le sens tu sais enraciné du truc, c'est-à-dire que leur musique elle a une âme de fou quoi. Voilà, donc c'est un projet aussi dont j'ai vraiment envie de voir la suite, en sachant que malheureusement ils sont en hiatus, mais on peut suivre le projet solo de Brittany Howard qui a notamment fait un excellent album l'année dernière, donc voilà. Bon. Jusque-là, c'est vrai que les groupes dont on a parlé étaient quand même un peu enracinés dans le passé. Donc on va complètement changer de cap, et on va parler d'un groupe qui, lui, regarde totalement dans le turfu, si tu veux. Everything, Everything. Donc c'est un groupe de rock britannique, qu'on classifie plus dans le style art rock. C'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup de sonorités claires, enfin vraiment très très claires, un peu pop, tu vois. Mais c'est quand même un groupe qui reste dans la formation rock typique, mais qui arrive à aller très loin en fait dans ses expérimentations tout en gardant cette identité rock. Mais voilà, ils vont dans des sonorités électroniques, c'est très entraînant, mais c'est aussi à la fois très mélodique, il y a beaucoup de richesse au niveau des harmonisations, et la voix du chanteur qui peut aller super aiguë dans sa tessiture, c'est juste trop bien. Everything Everything, c'est un super projet, et je vous conseille vraiment
d'écouter leurs albums. Et je vous conseille notamment mon album préféré de ce groupe, Get to Heaven. Un de mes albums préférés de 2015, si c'est pas l'album préféré. Un autre aspect important de ce genre musical qui nous est si cher, c'est l'importance des guitares héros. C'est vrai, à toutes les époques un peu du rock, il y a eu des moments où il y avait des guitaristes qui se démarquaient par leur technicité, leur expression, leur originalité au niveau des sonorités, etc. Je pars pas dans un listing, t'as compris. Et c'est vrai que dans l'époque où on est, avec YouTube notamment, et cet esprit de compétition qui fait que les guitaristes, en fait, on dirait qu'ils sont tous hyper balèzes. Je veux dire, shredder maintenant, c'est la base. T'es pas guitariste si tu sais pas shredder comme un enculé. Alors qu'avant c'était quand même un truc, t'étais déjà plus ou moins virtuoso quand t'arrivais là. Donc c'est vrai que les gens s'améliorent tout le temps. Après, ça veut pas forcément dire que les gens ont des sonorités très originales. En fait, techniquement, les gens s'améliorent, mais la guitare, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sonorités qui apparaissent. Dans cette espèce d'océan technique, moi il y a un truc je trouve qui est apparu dans cette décennie, qui vient à la base justement un petit peu de ce côté métal de shredder extrême, mais qui s'est transformé au niveau de ses sonorités, notamment sur son dernier album, en un truc beaucoup plus clair, et donc que je pense qu'on peut attribuer quand même au rock, parce que j'ai envie de l'attribuer, parce que je fais ce que je veux. Je veux bien évidemment parler du projet Polyphia, et notamment du guitariste soliste principal, même si tous les membres de ce groupe sont absolument balèzes, Tim Henson. Donc Tim Henson, il s'est démarqué, je trouve, dans cette décennie, avec le nouvel album de Polyphia, New Devils, New Levels, ou New Levels, New Devils, je sais plus, bref. Et qui est donc un album principalement de musique instrumentale, mais où le travail sur la guitare électrique, au niveau des sonorités, c'est juste un truc d'extraterrestre. Je vous invite à aller écouter, à découvrir, notamment vous pouvez écouter le titre Goat. Je trouve que c'est vraiment un guitariste pour le coup qui a trouvé une nouvelle sonorité à apporter justement à la sphère rock. J'espère qu'il va y avoir plein de petits Tim Henson qui vont nous faire des musiques comme ça là, mais en apportant un côté peut-être un peu plus pop, tu vois. Je pense que c'est faisable, parce que cette sonorité elle est trop bien au niveau de la guitare. Bon après Polyphia globalement c'est un super projet aussi au niveau de la batterie, de la basse et tout. Je vous invite à écouter ça de toute façon. Très bon projet de metal/rock. Et en parlant d'artistes novateurs qui ont un regard vers le futur et vers l'avenir, je ne pouvais pas ne pas mentionner une de mes artistes préférées de cette décennie, Annie Clark, notamment avec son projet Saint-Vincent, qui se démarque avec son travail justement sur la guitare électrique, qu'elle fracasse au niveau de sonorité en mettant justement beaucoup de sonorités plus électroniques. Et c'est vrai que je sais qu'il y a pas mal de détracteurs au niveau du jeu de guitare de Annie Clark qui trouvent que en fait, son jeu de guitare est trop déshumanisé, trop électronique. Mais voilà, bon, clairement, c'est une virtuose de la guitare. Et moi, je trouve que son travail aussi sur la guitare électrique et sur ses sonorités qui mélangent vraiment d'électro au rock, mais de façon à ce que ça reste quand même plus du rock que de l'électro. C'est riche, c'est sympa, c'est original. Je suis très fan de Saint-Vincent. Je sais que tout le monde n'apprécie pas, mais je pense que c'est le rock d'une certaine année dans le futur. Alors après, je sais pas si c'est pas le rock de 2050. La meuf aussi, si elle voit trop dans le futur, moi, je peux rien faire. Saint-Vincent aussi. Très bonne découverte de cette décennie, je pense, qui mérite de devenir une grosse référence et qui, j'espère, va vraiment, vraiment exploser en 2022. Parce que j'ai envie de cette date. Bon, il est l'heure de clôturer cette liste. J'en vois déjà venir et me dire Ah bah ouais, mais c'est pas du rock, c'est plutôt du métal. déjà qu'il y en a qui ont dû péter un câble sur Fever et sur Polyphia. Mais bref, déjà premièrement à ça je répondrai que rock et métal, hein, c'est un peu comme blues et rock si tu veux, c'est-à-dire que c'est un peu le même plat en vrai. Hein. Donc premièrement voilà, on parle pas d'un truc de métal extrême donc... Et si Blue Oyster Cult ou Uriah Heep c'est du rock, alors Ghost... quelque part, c'est du rock. Donc oui, voilà, en effet, je voulais parler du projet de Tobias Forge. Tobias Forge qui est certainement la rockstar à proprement parler de cette décennie. Avec son projet Ghost, j'en ai parlé énormément de fois sur cette chaîne YouTube, donc c'est pas la peine d'épiloguer. Groupe de metal/rock un peu old school, mais qui se démarque avec un délire tout particulier, des sonorités quand même modernes, des titres à la composition juste folle quoi, qui ont un gros pouvoir à devenir mainstream, ce qui est relativement le cas. Ghost c'est un des groupes les plus connus qui sont dans cette liste,
c'est avec Tame Impala. À mon avis, Tame Impala et Ghost, c'est les deux trucs les plus connus dans cette liste. C'est mérité, putain, Ghost, c'est un putain de projet, c'est trop bien. Mais donc, pour faire court, donc c'est un projet suédois et non pas norvégien ou autre truc de cette zone-là, construit autour de Tobias Forge, qui est le compositeur-interprète de ce groupe qui en fait est un projet solo. Au niveau des sonorités, c'est du rock slash metal old school, qui se démarque avec un délire anticlérical sataniste et tout un jeu de rôle et de déguisement sur scène, notamment avec un album juste ouf, Meliora. Bref, Tobias Forge a cassé la baraque avec ce projet dans cette décennie. Bon, si vous prétendez être fan de rock, je pense qu'il faut que vous écoutiez Ghost, si c'est pas déjà fait, mais j'en doute assez fort. En conclusion, on a quand même eu de superbes révélations dans cette décennie. Il y en a eu d'autres que celles que j'ai citées. Je trouve quand même que le rock dans cette décennie était particulièrement moins un courant mainstream que les décennies précédentes. Enfin, c'est mon avis. Je sais pas si c'est réel, si ça se vérifie. Mais c'est vrai que cette courbe Google Trends semble m'indiquer que j'ai raison. Et je trouve aussi quand même qu'on avait un certain regard très prononcé vers le passé au niveau des artistes qui se sont démarqués. Même ceux que j'ai bien aimés, hein, je veux dire, même Ghost, c'est un truc super rétro, quoi. Je pense que c'est pas dans cette direction qu'il faut que le rock aille si on veut que ce soit un genre musical qui reste dans l'actualité, quoi. Mais voilà, j'ai aussi un peu l'impression que depuis 2019 et la décennie dans laquelle on est en train de rentrer, le rock revient un peu sur le devant de la scène. Je sais pas si vous avez cette impression, vous aussi. Il y a de plus en plus d'artistes hip-hop populaires ou des artistes un peu pop aussi qui incorporent de plus en plus le rock et le métal aussi. Donc je serais pas surpris si le rock faisait une espèce de gros retour dans les années 2020. De toute façon, il y a deux solutions. Soit le rock fait un gros retour sur le mainstream, soit il continue à devenir un peu plus chaque jour un genre musical de niche. Ce qui est pas forcément plus négatif, hein. L'un ou l'autre ont des bons points, quoi. Après, aussi bien, ça ne va pas se passer comme ça, puisque en réalité, on vit dans un monde post-genre où tous ces termes rock, metal n'ont plus aucun sens et n'ont plus aucun intérêt, ce qui est certainement tout à fait vrai, mais qui est aussi certainement un peu faux. Je sais pas à quoi sert cette conclusion. Tout ça pour dire que voilà, du rock il y en a eu dans les années 2010, et j'ai très hâte de voir ce qu'on va avoir dans ce genre musical dans le futur. Bon, il est l'heure de conclure cette vidéo, alors je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram, et aussi et surtout sur le chatbot. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas en commentaire à faire le listing des groupes qui selon vous se sont démarqués en apparaissant dans cette décennie. Et moi je vous dis à la prochaine.